On est de la génération de ceux sous le passage de qui la mosquée du lycée scientifique a été fermée. On nous avait demandé d'aller participer aux obsèques. Et quand on s'est réunis au niveau de la section, on dit bon, il n'est pas musulman, oui. On ne peut pas aller faire des prières. On peut pas aller faire des prières. On n'est pas hypocrite. On pratiquait notre religion avec du zèle. On a manqué de sagesse. Bien sûr. On était dans la foule. Braqué. On allait trop loin. C'est pas des comportements que nous conseillons aux jeunes. L'islam nous demande le juste milieu. Les extrêmes, souvent, ça envoie des catastrophes. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Génération Leader, le podcast de la Fondation Cheikh Boukari Fofana. Comme vous le savez, à chaque épisode, nous avons l'opportunité d'aller à la rencontre de personnes et de femmes qui, par leur foi, leur vision, leur engagement, construisent un leadership qui impacte toute une génération, mais surtout inspire les générations à venir. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer un jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il s'agit de Dr Traoré Salifou, que nous appelons communément Larito. Cher frère, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je le dis, vous aurez l'occasion durant cet entretien de le voir. Il est assez affable, respectueux, méticuleux, mais quelqu'un de brillant, mais qui préfère dans une posture assez modeste. Mais nous allons l'amener à sortir de lui-même aujourd'hui pour que vous le découvriez mieux que nous-mêmes. Traoré Salif Larito est aujourd'hui directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et du développement. Mais il est titulaire d'un doctorat parce qu'il est économiste. Il a un doctorat en développement durable. Mais en plus de ça, faut le savoir, c'est une personnalité assez engagée au niveau citoyen parce qu'il a été amir de l'AMC de 2003 à 2005. Aujourd'hui, il est membre de l'amicale des anciens de l'AMC des 3 ans. Donc, chers frères, j'espère que la présentation que j'ai faite te va bien, mais s'il y a aussi des choses à ajouter, il faut le dire. Non, je pense que la présentation elle est bonne. Oui. Au fil des échanges, nous aurons l'occasion de nous apaisantir certainement sur des aspects assez particuliers. Merci beaucoup. Vous savez, comme toujours, on soumet nos invités à un feu de questions, mais il est toujours important. Aujourd'hui, on est directeur de la planification au niveau du ministère chargé de l'économie. C'est beaucoup de choses. Peut-être que ceux qui ne le savent pas, c'est ceux-là qui... Tout ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui en termes de progrès économique là-bas, c'est eux qui font la planification. Et malgré son âge, il a la chance d'être à la tête de ce département. Mais c'est un parcours. Je sais que Dati Koubé, directeur de la planification, c'est un parcours. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire dans quelle ambiance familiale tu as baigné depuis l'enfance et puis nous donner quand même lever un coin de voile sur ton parcours scolaire et universitaire. Merci Nourdine, je pense que c'est moi qui suis le plus heureux d'être là dans le cadre donc de ces échanges parce que la fondation porte le nom de notre Père à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Amen. Et vu tout son engagement, c'est un devoir pour nous, chacun, pour ce qu'il peut apporter pour perpétuer l'important travail que le Cheikh a eu à faire. Alors, pour revenir à la dimension familiale, j'ai baigné dans un environnement, j'ai envie de dire, cosmopolite, avec une famille composée d'Akan, de Malinké, de Senoufo. On a des tantes Agni, Goro, avec une grand-mère Baoulé. Et donc, c'est tout cet environnement-là qui, avec une éducation très stricte pour ce qui concerne les valeurs inculquées au niveau de la vie, avec un accent tout particulier sur Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui concerne la religion. C'est donc
dans cet environnement que nous avons grandi avec beaucoup de bonheur. C'est dans cet environnement-là que nos pas ont été donc gouvernés. Un environnement quand même où nous avions des exemples. Des exemples, un de mes aînés, vous savez que dans la plupart de nos langues, il n'y a pas d'expression spécifique pour désigner un cousin. Donc c'est dans la grande famille, dans le Luba, où nous avons grandi avec l'insouciance. Et comme on le dit entre nous, dans la famille, sous le manguier, qui était le symbole, on nous rappelait toujours, un jour vous allez quitter l'homme de ce manguier, et vous allez aller vous défendre. On dit, oh, ça c'était les grands-parents qui nous disaient. Et effectivement, sous ce manguier-là, il y avait beaucoup de bonheur et les valeurs nous étaient transmises. Et comme j'ai dit, il y avait des exemples. On a des grands frères qui ont contribué à mettre sur les fonds baptismaux la FESI, donc qui étaient des leaders au premier plan avec les Haïpo Martial et autres. Je veux parler de mon aîné Berté Youssef, paix à son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et un autre, Koulibaly, qui également été secrétaire général de la FESI au niveau de Port-Boué, qui est aujourd'hui hors du pays. Donc c'était des leaders de premier plan. Le premier année que j'ai cité était au niveau de l'organisation à la FESI, avant les figures emblématiques de la FESI que nous connaissons aujourd'hui, parce que quand je cite la Haïpo Martial. Donc tout cela nous galvanisait. À un moment donné, même au collège, on nous avait collé l'étiquette de FESI parce que dans l'environnement familial, on avait donc on avait hérité de certains réflexes et qu'on voulait mettre en application au niveau donc des établissements où nous évoluons. Et au niveau toujours de notre environnement familial, comme je l'indiquais, le travail est une valeur cardinale. Et à un moment donné, je me suis fait surnommer Youpi. Youpi parce que vous vous souvenez certainement, lorsqu'on était à l'école primaire, c'était quand on faisait les compositions, c'était les carnets où on faisait les classements. Alors, d'abord, j'avais été un peu plus tôt que les autres. J'étais parmi les plus jeunes à l'école. Qu'on appelait bénévole. Bénévole, tout à fait. Et je me distinguais tellement bien que le maître a voulu me garder. Et je pense au CP1, au CP2, lorsque on faisait la composition, et j'avais eu quand même de bonnes notes. J'étais premier. Et donc, tout heureux, je prends mon carnet et arrivé à la maison, je lance le carnet en l'air devant les parents et j'écris « Youpi, je suis premier, youpi, je suis premier ». Donc, à la maison, on m'avait surnommé Youpi à un moment donné. Et cela s'est quand même poursuivi. Et dans le temps, il y a le président de la République, le père de la nation, qui offrait aux meilleurs élèves des prix, des documents estampillés, avec des cartes estampillées, avec les compliments de son Excellence le président de la République, Félix Houphouët-Boigny. C'est avec beaucoup de bonheur que on glanait ces prix-là. Et je me souviens que en classe de CM2, je crois, j'étais premier, mais premier ex aequo, avec un autre qui se trouvait être même l'un des neveux donc du directeur de l'établissement. Et il fallait donc départager pour pouvoir bénéficier de ce prix-là. Et donc des exercices spécifiques avaient été donnés après les compositions. Et pendant que on était en plein en train de traiter ces exercices, le directeur venait dire bon, arrêtez, ce n'est pas la peine parce que je note que Berry, lui, il reprend la classe et Traoré, c'est la première fois. Donc, c'est une différence majeure. Donc, le prix doit lui revenir parce que quelqu'un qui reprend devait pouvoir avoir plus de points. Mais
si lui, c'est la première fois qu'il fait cette classe et pendant que l'autre reprend et il n'arrive pas à le surpasser, le prix doit lui revenir. Et donc, j'ai eu ce dictionnaire-là encore. Donc, durant vraiment le parcours scolaire, Dieu nous a permis de nous distinguer assez donc remarquablement. Et cela s'est poursuivi au collège. J'ai également bien travaillé et après le BPC, j'ai donc été orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ouais. Et c'était les meilleurs élèves du pays qui se trouvaient là-bas. Et donc, on a tant bien que mal, on s'est défendu et les valeurs transmises par les grands frères nous ont rattrapés également là-bas. Ouais. Et donc, il a été même chef de classe encore là-bas et pour dire que déjà la notion de leader, dans le cocon familial déjà on avait quelques petits gemmes. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que je peux faire une digression, hein? Et vous avez dit quelque chose qui est intéressant, qu'aujourd'hui on ne voit plus, c'est l'attitude du directeur. Oui. C'est son neveu qui était en compétition avec toi, et puis il s'est dit non, et ça revient à celui qui est nouveau. Vous voyez, c'est des choses qui deviennent rares dans notre société aujourd'hui parce que la question d'équité, de transparence et autres là-bas perd un peu de son lustre. Et ça, c'est bien relevé pour dire comment les gens, nos aînés avant, ils avaient de la valeur. Ils pouvaient quand même favoriser son neveu. Tout à fait. Mais il a dit non. Ça revient à celui qui est nouveau. Vous voyez, le sens de l'équité qui nous guidait tous partout. Et qui faisait que la Côte d'Ivoire quand même a pu avoir des ressources humaines assez de qualité. Et c'est ce qui, je pense que te vaut aussi d'avoir eu ce parcours-là parce que ces enseignants-là, ils le faisaient avec le cœur, ils avaient le souci de former les générations à venir. Et je pense qu'ils n'ont pas eu tort. S'il vit encore, on va lui dire merci, mais s'il est de l'autre côté, on va lui demander à Dieu d'avoir pitié de son âme parce que c'est des gens qui ont œuvré utile. Alors, je pense qu'après le lycée scientifique, c'est l'université au Fauboigny. Tout à fait. Et en sciences éco, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, après le lycée scientifique, nous nous sommes retrouvés à l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'UFR, comme on disait, l'UFR ZEG, sciences économiques et de gestion. Et donc là-bas, le Seigneur nous a permis également d'évoluer allègrement. Ouais. Et donc, notre parcours a été sanctionné par une maîtrise. Ouais. Mais nous n'avons pas voulu nous arrêter là-bas. Ouais. Nous avons poursuivi avec un master en gestion des projets de développement après l'université. Et dans l'optique d'avoir plusieurs cordes à notre arc, oui. Nous sommes encore revenus en sciences éco pour cette fois-ci un master en hautes études de la gestion de la politique économique. Et après, étant donc dans les occupations professionnelles, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi avec un doctorat interdisciplinaire, oui. Où vous avez l'économie, le social et l'environnement. Donc appelé développement durable, donc une thèse unique. Le Seigneur nous l'a facilité également, et ce qui nous a fait bénéficier du titre donc de docteur. Okay. Mais à côté de cela, les formations sont pluridimensionnelles. Bien sûr. Nous avons également bénéficié de ce qu'on appelle le PIFED, le Programme international de formation et d'évaluation du développement. Okay. Voilà, avec l'ENAP du Canada. Okay. Donc c'est de façon continue, oui. Voilà, que nous nous adonnons à la recherche de la connaissance, oui. Pour pouvoir faire conduire au mieux les missions qui nous sont confiées, okay. Et faire bénéficier tant que faire se peut
de ces modestes connaissances-là à la communauté et à toutes les sphères que nous côtoyons. Okay. Alors, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a un pan aussi de votre parcours pas militant, on va aborder cela, mais parcours professionnel que je voudrais vraiment apprécier parce que j'ai eu la chance je pense que avec votre chef m'avait invité je me rappelle au cours de la rédaction du document stratégique de réduction de la pauvreté. C'est ça. Parce que on voyait dans le temps, on parlait des PPTE et qu'il fallait vraiment sortir un document qui allait servir de base même du lancement même de ce renouveau économique de la Côte d'Ivoire. Quelle expérience vous tirez de ce moment important là? Parce que c'est un moment charnière dans le fait que la Côte d'Ivoire était quand même un peu dans le gouffre et comment ressortir la Côte d'Ivoire pour avoir l'embellie aujourd'hui que nous avons. C'était un moment charnière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant qu'au moins ceux que nous écoutent puissent quand même savoir ce pan de l'histoire économique de notre pays? Merci, Nourdine. Je vois que tu es un observateur averti de la scène professionnelle dans laquelle nous exerçons. Alors, les DSRP, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, c'est dans les années 2008, on va dire, dans un contexte mondial général caractérisé par la paupérisation qui galopait, les pays étaient plombés par le poids de la dette et il a donc été initié ce qu'on a appelé l'initiative, l'IPPT, l'initiative des pays pauvres très endettés. Oh. Et la Côte d'Ivoire a toujours été un pays spécifique qui, si on voulait être très très orthodoxe, les critères, vous savez que la Côte d'Ivoire a d'importants ressorts économiques, mais la Côte d'Ivoire a quand même bénéficié de cette faveur-là de s'inscrire dans cette initiative afin de pouvoir bénéficier de l'allègement de la dette. Alors, c'est le DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, constituait ce qu'on appelait un déclencheur. C'était l'un des déclencheurs en termes de conditionnalité pour l'allègement de la dette. Okay. Il y avait beaucoup d'autres conditions, mais le DSRP était un élément majeur. Et donc, il fallait élaborer ce document-là pour indiquer l'usage que l'État comptait faire, donc des retombées de l'allègement de la dette une fois le point de décision obtenu. Okay. Et c'est ces aspects-là qu'il fallait décrire au niveau donc du DSRP. Et tout le pays attendait cela. Imaginez près de 500 milliards par an dont le pays devait bénéficier pour s'attaquer à la lutte contre la pauvreté de façon principale, qui est pluridimensionnelle, en s'attaquant, par exemple, à des dimensions sociales telles que l'éducation, la santé, mais en même temps en recherchant une stabilité macroéconomique qui puisse permettre au pays de reprendre allègrement, n'est-ce pas, sa tradition qu'elle avait perdue en temps à partir de la planification qui nous avait permis dans les années 80, avant les années 80, la bonne inférieure, de parler du miracle ivoirien. Donc le DSRP venait donc tenter de remettre le pays sur les rails pour pouvoir lui donner toutes les chances de succès dans son cheminement vers la marche pour être dans le peloton des pays développés. En tout cas, félicitants, parce que je pense qu'après cela, on a eu ce point de décision. Et tout à fait. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de lancer les PND. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, parce que c'est l'occasion aussi pour les populations qui nous écoutent de se familiariser aussi à la question économique. Les PND, après le DSP, on a connu les PND. Quelle est la différence entre les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et puis les PND?
Merci Nourdine. L'une des différences fondamentales, comme je l'indiquais, les DSRP constituaient des déclencheurs en termes de conditionnalité. C'est-à-dire la communauté des partenaires financiers nous demandait donc de disposer d'un document de stratégie de réduction de la pauvreté avant d'accepter d'alléger notre dette. Okay. A contrario, les PND, c'est une planification souveraine. Okay. Voilà. Donc, l'État décide lui-même d'inscrire sa marche vers le développement et depuis 2012, donc la démarche de planification à long, moyen et court terme, donc s'inscrit dans une démarche très cohérente avec les documents de différentes natures. On a donc les études nationales prospectives qui sont opérationnalisées donc à travers les plans nationaux de développement, parce que les études nationales prospectives, c'est une génération, ça peut faire 25 ans, donc pour opérationnaliser, pour implémenter, il faut les plans nationaux de développement. Okay. Donc, peut-être en moyenne, il faut au moins 5 plans nationaux de développement pour implémenter une étude nationale prospective. Okay. Et à côté de cela, il y a aussi les politiques sectorielles, okay. Voilà, qui sont les stratégies mises en œuvre dans les différents secteurs, la santé, l'éducation, l'électricité, voilà, qui permettent donc un cheminement harmonieux, donc au niveau de l'élan du développement de la Côte d'Ivoire. Donc, en un mot, les plans nationaux de développement, c'est des boussoles, des documents cadres qui constituent la référence en matière d'intervention de développement pour l'État, les partenaires au développement, et avec d'autres acteurs clés tels que le secteur privé et même la société civile, parce que toutes ces composantes sont partie prenante dans l'élaboration du plan national de développement où toutes les forces vives de la nation sont donc mobilisées. Alors, dernière question sur cette partie de l'économie, parce que comme vous êtes spécialiste, c'est l'occasion. On a fait tout cela, la vision c'était la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, à présent, on a de bonnes notations pour notre économie. Est-ce que vous qui avez parcouru ce travail, qui avez fait tout ce travail-là, qui avez eu ce parcours dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est quasiment émergent ou bien pour combien de temps encore? Oh, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre mécaniquement, mais je pense que le FMI a classé la Côte d'Ivoire parmi les pays pré-émergents. Okay. Pré-émergents, ça veut dire qu'on est sur la bonne trajectoire, pour ne pas dire la très bonne trajectoire. En parlant d'émergence, il y a certains critères. Il y a certains critères, notamment le pays doit avoir une croissance soutenue sur une longue période. Sur cet aspect, par exemple, avec la mise en œuvre donc des plans nationaux de développement, la Côte d'Ivoire a pu réaliser un taux de croissance de 8,1% de 2012 à 2019. Et ce n'est pas rien, c'est l'un des taux les plus importants au monde. Et quand le monde entier a connu la pandémie, donc de la Covid, la plupart des économies sont rentrées en récession. C'est ça, oui. Voilà. Ça veut dire que la croissance était négative. Oui. Et la Côte d'Ivoire était parmi les rares pays à encore connaître de la croissance. Et nous avons... Positive, on a dit. Positive, oui. Et on était autour de 3, non? Non, on a enregistré un taux de 0,7. 0,7. Okay. Mais dans la période, même 0 était une prouesse. Okay. Parce que les taux de croissance étaient négatifs. Okay. Donc voilà pourquoi on parle de récession. Mais même avoir 0, c'était 0 est plus important que moins. C'est vrai. Mais nous ne nous sommes pas contentés de stabiliser. On a eu un taux de croissance positif, donc de l'ordre de 0,7. Et lorsque on a ressorti la tête de l'eau,
de 2021 à 2024, la Côte d'Ivoire a repris son sentier de croissance de façon brillante en enregistrant en moyenne un taux de croissance annuel de 6,5. Ok. Donc, c'est dire que le pays est vraiment sur une très bonne trajectoire. Et au niveau des indicateurs sociaux également, il y a eu beaucoup de performances enregistrées. Vous voyez, aujourd'hui, on a environ 85% de la population qui vit à moins de 5 km d'un centre de santé. Ouais. Donc, en arrière-plan, en français facile, ça veut dire que l'accessibilité a été améliorée, au moins l'accessibilité donc géographique. Il y a un bon maillage au niveau du territoire. Et pour ce qui concerne l'accessibilité financière et autres, vous avez aujourd'hui la couverture maladie universelle en termes de protection sociale pour permettre aux moins favorisés d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Merci. Donc c'est tout cet ensemble-là qui permet de dire que la Côte d'Ivoire sur la bonne voie. Est sur une très bonne voie. Merci. Alors, on va maintenant, je pense que là, on va maintenant aborder un autre aspect, parce que je pense que tout cela aussi, tout ce parcours que vous avez eu ne vous a pas empêché d'avoir un autre parcours, ce parcours militant. Parce que la preuve, vous êtes devenu amir de l'AMC, c'est-à-dire vous avez représenté la jeunesse estudiantine et scolaire de la musulmane de Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Dites-nous, quel est ce parcours militant? Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? D'où vous l'avez tiré? Et aujourd'hui, quels sont les dividendes que vous en tirez? Le parcours militant, lorsqu'on était au collège, déjà aux 220 logements à Agamé, on a tout fait, on a tout mis en œuvre pour pouvoir bénéficier d'une section, pour mettre en place une section de l'AMC, mais les règles étaient solides, rigides, et avec des frères tels que je me souviens encore du nom Mamadi, on n'a pas Sida Drissa, on n'a vraiment pas, on n'a pas pu. Il y avait une réticence de la direction de l'école. Tout à fait, de la direction de l'école. Et c'est dans cette dynamique-là que Dieu a fait que nous nous sommes retrouvés après au lycée scientifique de Yamoussoukro, donc en classe de seconde, et avec là-bas des frères tels que Kone Bakari, qui étaient quand même nos aînés, les Karamoko Yaya, voilà, le professeur, voilà, nos devanciers qui étaient un peu plus, je veux dire un peu plus dévanciers que les Bakari. Et pas mal de frères. Nous avons véritablement commencé notre militantisme en bénéficiant donc d'une section où on pouvait militer de façon véritable. Et là-bas, je me suis retrouvé à la commission organisation, et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on plaçait les nattes, la prière, on organisait, etc. Donc, et là, on a beaucoup de choses à dire, mais je sais pas si le temps va nous permettre. On est de la génération de ceux sous le passage de qui la mosquée du lycée scientifique a été fermée. Un peu tellement on pratiquait notre religion avec du zèle. Et peut-être rapidement, en fait, en 93, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé. Et donc, on nous avait demandé d'aller participer aux obsèques. Il y avait des passages, il y avait des prières par moment. Et quand on s'est réunis au niveau de la section, on dit, bon, nous, on peut pas, il n'est pas musulman, on peut pas aller faire des prières. On peut pas aller faire des prières, on n'est pas hypocrite. C'était ces expressions-là qu'on utilisait avec la fougue de la jeunesse, et donc, qui nous animait. Et nos encadreurs, l'imam Youssouf
du plateau, l'adjoint de Djigiba, et même Sissé Mamadi, de Yamoussoukro, ont été envoyés pour nous parler, pour dire, aller convaincre les jeunes, pour dire que vraiment ça n'a rien à voir. Le proviseur était tout gêné, parce que lui-même il était musulman. Et on se souvient d'une scène, on a un frère qu'on appelait Koné, qui était aux finances. Et quand l'imam il a tellement expliqué, il ne savait plus quoi dire. L'imam Youssouf Doumbia Youssouf du plateau. Donc il dit, Koné, s'il y a un fou qui t'arrête, il met un pistolet sur ta tempe et il met son doigt sur la tête de Koné. Et il dit, il faut dire que Dieu n'existe pas. Sinon, il va te tuer. Tu sais qu'il est fou. Et qu'est-ce que tu vas faire? On nous dit, Imam, il va dire Dieu existe, il n'a qu'à me tuer. Je pense qu'après ça, l'imam, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. On était dans la foule, braqué. Et donc, on a refusé d'aller. Et ça coïncidait avec des congés. Au retour, on reprend les cours et on dit, bon, il y a eu des mesures générales. On était gênés parce qu'on sait que c'est nous qui étions ciblés, mais nos frères chrétiens en ont pâti parce que tous les lieux de culte ont été fermés. Et ça, lorsque le mois de Ramadan est arrivé, parce que c'était pas très loin, là-bas, on faisait le cours de natation qui était coefficient demi, EPS coefficient demi, les deux faisaient 1. Donc, tous ceux qui allaient s'absenter au cours de natation, on leur donnait 0 de moyenne intégrée, EPS et natation en même temps. Et le soir, il y avait ce qu'on appelait il y avait des cours les soirs, des études. Et on faisait les appels. Donc, en général, les gens nous accordaient quelques dérogations parce que la liste des élèves musulmans était acheminée et on avait droit à des repas. Le petit déjeuner, on le prenait un peu plus tôt, à 4 heures, il y avait un service spécial. Et le soir, on nous autorisait à arriver avec un peu de retard à cause des prières. Et puis, on était dispensé des cours de natation. Mais toutes ces lucarnes ont été... non. On a tout bouché. On a tout bouché. Donc, comme je disais, absence à la natation, 0 de moyenne, natation et EPS en même temps. Celui qui n'arrive pas... qui ne va pas à chose au cours le soir, voilà, qu'on appelait études le soir, on lui faisait moins en conduite, et puis voilà, on n'avait pas de droit de on n'avait pas de repas spéciaux, tout ça. Et celui qu'on attrapait, qui tentait de faire sortir son plat du réfectoire, et on le mettait à l'externat en même temps pour tout le mois. Wow. Donc, on a vécu tout ça, mais avec une mobilisation exceptionnelle de la communauté musulmane de Yamoussoukro et des aînés qui étaient à l'INP. Vraiment, on a paradoxalement, c'était l'un des meilleurs mois de Ramadan. Et une solidarité extérieure pour vous aider. De la vie de la plupart d'entre nous. Okay. C'était extraordinaire. Donc la mosquée est fermée, on allait nettoyer sous certains bâtiments. Donc on a placé nos nattes là-bas. Et on s'est organisé de sorte que tous les dons, les appuis qu'on recevait, automatiquement on les redistribuait pour que chacun puisse en bénéficier. Et vraiment, il y avait cette ferveur. C'est-à-dire que ça produit le fait contraire. Mais avec du recul, dans la période, moi j'étais chef de classe, avec du recul, quand il y a eu un nouveau proviseur qui est arrivé, donc il nous a réunis, les chefs de classe, dit voilà, j'ai appris ce qui s'est passé, mais moi je vais faire ouvrir vos lieux de culte, mais attention, ne reprenez plus ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec du recul, on a allé trop loin. On a manqué de sagesse. C'est pas des comportements que nous conseillons aux jeunes. Il faut faire, preuve d'esprit de discernement. Et il faut faire preuve d'élévation d'esprit et avoir une collaboration paisible avec l'administration. Voilà, de sorte à pouvoir
faciliter sa pratique religieuse avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel nous évoluons. Okay. On peut dire que en ce moment, c'est vrai que c'est la fougue de la jeunesse. Oui. Et souvent, on retrouve un peu ça aujourd'hui. Je pense que c'est l'occasion aussi de dire aux plus jeunes qu'il faut toujours être dans le juste milieu. L'islam nous demande le juste milieu. Et il faut être je pense qu'en ce moment-là, c'est le père de la nation, il n'y avait aucun problème. Il fallait, pour ce que le père de la nation a apporté, vous imaginez, vous-même, vous oubliez que vous étiez au lycée scientifique grâce à sa vision, grâce à sa générosité. Je pense que c'est ça, c'est la jeunesse. Mais c'est dit aux plus jeunes aujourd'hui que partout où on est, il faut être dans le juste milieu, il faut être dans la modération. Les extrêmes, souvent, ça envoie des catastrophes. Oui. Et en réalité, on nous demandait même pas d'aller prier pour lui. On dit juste d'aller. C'était notre présence. Notre présence simplement. Voilà, notre présence. Mais souvent, il faut se méfier aussi souvent de certains leaders qui sont pas inspirés. C'est ça. Quand vous avez quelqu'un qui a une emprise sur un groupe et qui n'est pas bien inspiré souvent, ses émotions. C'est ça. Et je sais pas si je dois dire ironie du sort. Maintenant, quand on apprend que nos jeunes frères veulent entrer en action ou ont des comportements un peu difficile avec l'administration, automatiquement on se met en branle les anciens. On organise des missions pour aller les encadrer, pour leur parler, leur donner des conseils, pour aller leur parler. C'est ça. Quand on leur donne ces exemples-là, ça veut dire vous n'étiez pas plus motivés que nous. Voilà, mais on a compris que on avait commis des erreurs. C'est une très bonne chose. Il faut. Mais en même temps, je veux dire que c'est tout ça qui a déclenché ce militantisme-là. Oui, tout à fait. Cette dynamique pour la suite. Tout à fait. Et après, oui. Et Abidjan, si vous retrouvez la tête de... C'est ça. Une fois rentré, donc, à Abidjan, donc, on comprend qu'au lycée, c'est avec des pleurs même qu'on se sépare. Dans cette ferveur-là, on se croyait dans la cité-état de Médine. Oh non, vraiment, c'était extraordinaire. Et donc, quand on se retrouve, à Abidjan après le bac, moi je proposais des articles au niveau du bulletin Écho de l'AMC. Écho de l'AMC. Je proposais des articles que les gens appréciaient bien sur la fornication, des aspects sociaux, la prière, etc., sur des phénomènes de société. Donc, auprès de certains frères tels que Ouattara Yaya, tout ça. Et donc, ça fait que on côtoyait donc le comité exécutif. Et en temps, au niveau de la sphère universitaire, les sections, c'était pas véritablement ça. Et c'était assez embryonnaire. Alors, donc, il y a l'un des nôtres du lycée scientifique qui s'est vu confier la responsabilité de la commission, je voulais dire scientifique, la commission de la formation du Sénat Focus du secrétariat national à la formation, voilà, charge de la formation, de la culture et du sport. Et donc, cela nous a permis d'intégrer le comité exécutif donc à la formation et sous le mandat de l'ami Konenza, bien entendu avec les Isaac déjà, on était à côté. Mais et donc là, vraiment, on n'a plus lâché et on donnait tout ce qu'on avait et les Juma étaient des moments où quand on avait même des coups après, c'était difficile parce qu'il y avait cette ferveur, etc. Et donc, au niveau donc du secrétariat, avec le Sénat Focus, on a fait ce qu'on pouvait et les aînés ont apprécié, la base a également apprécié. On a fait comme ça plusieurs mandats et après le mandat de l'ami Cissé, donc nous avons été donc désignés amis et donc par la grâce de Dieu, on a fait ce qui était de notre possibilité pour respecter la règle qui est en vigueur à l'AMC. Chaque génération apporte sa pierre au-dessus de la génération précédente et l'AMC reste un édifice à bâtir éternellement. Et c'est notre joyau pour la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, avec d'importants souvenirs, peut-être qu'on aura l'occasion de voir Mais je veux dire, des faits oui, mais marquants. parlant de ça, aujourd'hui, quel est le lien? C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que vous avez passé, ça construit un leadership, Oui, ça développe un certain nombre d'aptitudes. J'allais à dire fait. au niveau social, sur plusieurs points. Et en quoi cela aujourd'hui, vous êtes dans votre fonction en tant que directeur de la planification, dans tout ce parcours qu'on a énuméré tout à l'heure? Tout à fait. Merci, Nourdine. Je pense à l'AMC, la trajectoire nous a permis d'occuper beaucoup de postes. Et au niveau des séminaires nationaux, on était à la commission scientifique, chaque fois en train d'élaborer les programmes, de préparer des discours pour des personnalités, etc. Et après même l'IMARA, j'ai été aussi au conseil d'administration, j'ai même été président du conseil d'administration. Oui. J'ai été également directeur exécutif de la plateforme de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, C'est ça, oui. auprès des aînés comme toi d'ailleurs. C'est très bien. Donc tout ce parcours naturellement a un effet pour amorcer le monde professionnel. J'avoue que j'ai pas eu très grande difficulté à m'imprégner. Dans le monde professionnel, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'immersion. C'est ça, oui. Voilà, peut-être qu'il peut en 3 et 6 mois pour certains. Mais j'avoue que c'était quand même quasi automatique parce que déjà à l'AMC le riche écosystème dans lequel nous nous trouvions nous permettait de bénéficier de formations quand même assez importantes auprès de frères tels que Ouattara Aboulaye au niveau donc des 3 ans. Dans le département de la formation qu'on appelait DEFOR, on avait déjà des cours de management, des cours importants qui pouvaient être même constituer des renforcements de capacités dans le monde professionnel, mais nous déjà, on en bénéficiait. Donc, ça nous a beaucoup aidé, la gestion des réunions, etc. Il y avait beaucoup d'éléments. Donc, ça nous a permis de maîtriser un peu le travail sous la pression. Parce que, vous savez, nos milieux, souvent avec très peu de moyens, on a des résultats importants. Et la gestion des zones, Oui. voilà, et interagir dans un environnement j'ai envie de dire Du cosmopolite. Cosmopolite, oui. Voilà. Et parce que dans notre militantisme, naturellement, on avait le collectif des structures universitaires exerçant sur le campus où on avait les frères de la GEC, la CEPSI, etc. Et avec tout cela, il y avait une bonne dynamique, à telle enseigne que à notre mariage, au passage, j'ai été le premier ami à se marier sous son mandat. Au passage, ils sont venus avec leur premier responsable qui est venu avec nos camarades de la CEPSI nous soutenir. Donc déjà, on avait toutes ces aptitudes-là. Et Dieu merci, c'est allé très vite. Et nos contributions ont été très bien appréciées également dans le monde professionnel très tôt. Et cela nous a permis de gravir certains échelons. Alors, on va vers la fin de notre entretien. C'est aujourd'hui l'aspect quand même, on voit un peu quand même qu'au niveau sociologique, il y a beaucoup de phénomènes qui nous perturbent, mais surtout la vie familiale. Oui. Vous êtes marié, père de 5 enfants. Aujourd'hui, tout cela, comment vous arrivez à concilier? En quoi ce parcours militant vous aide à concilier vie familiale, vie professionnelle, parce que c'est que vous voyagez beaucoup, tout ça. Oui. Aujourd'hui, comment vous arrivez à vraiment trouver l'équilibre pour la gestion de votre famille, afin d'apporter ce qu'il faut à madame, mais aussi aux enfants, dans la construction de leur parcours? Merci Nourdine. La réponse à cette question-là partira d'avant même le mariage. Il faut avoir un projet de vie commun. C'est ça. Voilà. Avoir un projet de vie commun avec la personne
avec qui vous voulez donc contracter le mariage. Sinon, ça sera difficile. Ce que j'appelle projet de vie commun, c'est rechercher ensemble la face de la subhanahu wa ta'ala et avoir la même vision de parvenir à cela. Bon, Dieu merci, mon épouse est également militante de l'AGMCI, militante de l'AMC. Elle a été vice-présidente de l'AMC dans une grande école importante et des établissements tels que Mamie Adjoa, Mamie Fêter de Vingerville. Oui. Voilà, il a milité. Donc, on est un peu en militant, donc on comprend. Et parce que le mariage n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Après, avant d'obtenir un emploi stable, moi je me suis marié avant 30 ans, je pense à 28 ans. Et on a plus de 20 ans de mariage. Le 30 décembre de cette année, ça va faire 21 ans de mariage. Ouais. Et donc, il y a des moments difficiles lorsque j'ai épousé celle avec qui je suis. Je l'ai indiqué, on n'avait pas... On se défendait, comme on dit. Elle venait de finir sa formation, moi également. Et les cours à domicile, les cours dans les établissements privés par moment, pendant qu'elle aussi, elle faisait son stage avec quelques petits contrats. Bon, Dieu merci aujourd'hui, après tout ce parcours. Donc, quand on traverse tous ces moments ensemble, ça solidifie, n'est-ce pas, les relations. Et elle aussi, elle est quand même beaucoup bousculée dans le domaine dans lequel elle exerce, le café cacao dans une entreprise, une multinationale. Donc, quand les saisons arrivent, elle aussi, elle est très prise. Ouais. Par moment, comme tu l'as souligné, moi également, je bouge beaucoup, très souvent en voyage. Et ça fait que les moments que vous passez, ça doit être des moments de qualité. C'est ça, ouais. Voilà. Ça doit être des moments de qualité et il faut comprendre l'autre. Et tout ça, c'est basé sur la confiance. Et quand les enfants arrivent, au nombre de 5 aujourd'hui, la première est en 2e année de droit. Donc, il y a du parcours. Il faut, dès le bas âge, pouvoir leur inculquer les valeurs nécessaires, surtout quand on n'est pas toujours là. Ouais. Et avec même ces enfants aussi, il faut pouvoir les inscrire dans les cercles de fréquentation qui puissent leur apporter une plus-value. Parce que on ne peut pas être là à 100%, 24 heures sur 24, tout le temps, même quand le milieu professionnel n'exige pas de déplacement. Voilà. Et Dieu merci, la communauté que vous connaissez, les fréquentations que nous avons, c'est des choses qui comptent. Bien sûr. Voilà, je vais voir la fille, le fils de tel militant. Déjà, ça nous donne une certaine sérénité parce qu'on sait que l'enfant du frère qu'on va voir n'est pas un frère qui est laxiste. Il est aussi préoccupé à donner une éducation, je veux dire, importante à ses enfants. Donc, ainsi de suite. Et avec les enfants également, il faut passer des moments de qualité. C'est ça. Voilà. Il faut passer des moments de qualité. Il faut pouvoir marquer les temps par des éléments qu'ils vont retenir. C'est ça, ouais. Qu'ils vont retenir. On peut être toujours présent, mais ne pas partager des moments de qualité avec les enfants. On peut avoir des moments réduits, mais les marquer par des gestes de qualité que les enfants retiennent et qui puissent leur donner une plus-value en termes donc d'éducation et d'éléments à retenir venant des parents. Alors, un petit mot, on va chuter par ça, un petit mot par rapport au Cheikh Boukari Fofana, ce qu'il vous a apporté, et puis en même temps, un mot de fin. Conclue avec ça. Ce qu'il a apporté, ce qu'il nous a apporté, bon,
on va dire indirectement, c'est toute la vie parce que toute notre vie gravite autour de l'AMC. Toute notre vie gravite autour de l'AMC. Et notre père a contribué à mettre sur le fonds baptismal l'AMC. Voilà, c'est des gens qui ont éveillé la jeunesse, qui ont contribué à la structuration, à l'organisation, à l'écosystème de la communauté que nous connaissons actuellement. Et donc, la plupart des éléments que nous allons dire, si nous développons un peu plus loin, vous voyez que quelque part, c'est des choses dont il est à la base. Donc, il a marqué la Côte d'Ivoire qui n'est pas vraiment près de l'oublier. Au-delà de la Côte d'Ivoire, la sous-région. Je disais à quelqu'un, j'ai dit à des leaders générationnels, souvent il faut plusieurs générations pour pouvoir avoir un certain type de leader. Voilà. Et il fait partie de ceux-là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment il lui fasse miséricorde et que l'œuvre qu'il a eu à transmettre ne s'éteigne jamais et que elle continue en grandissant par les efforts de nous tous, des uns et des autres, chacun pour ce qui le concerne et avec ses possibilités. Alors, juste un petit mot à l'endroit surtout des jeunes qui nous écoutent. On a vu, c'est un parcours. Oui. C'est pas linéaire. Il y a des difficultés, mais il faut continuer à se battre. Quel mot d'encouragement pour donner aux jeunes, juste en 2 minutes? La jeunesse, aujourd'hui, il y a certains qui parlent de la génération tête baissée. Tête baissée sous plusieurs angles. On est avec les portables, la tête est baissée sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on peut avoir des choses qui peuvent nous permettre de nous construire, bien utilisées. Mais en général, on dit on veut tuer le temps. Et je me souviens d'une intervention de notre papa, le chef Bouakari, qui dit, en voulant tuer le temps, on se tue nous-mêmes parce que c'est le temps qui permet d'apprendre, c'est le temps qui permet de prier, c'est le temps qui permet donc de chercher la connaissance. Donc, mais sur tout ce temps-là, donc ça c'est la tête baissée. Mais la génération tête baissée même, sous un autre angle, on est dans le guidon, on a la tête dans le guidon, on regarde pas loin, on ne se projette pas. C'est-à-dire l'avenir, on est dans l'instant. Ouais. Et Dans le voilà présent. pourquoi c'est ça. Et voilà pourquoi certains veulent, comme on dit, chap, l'argent rapide, tout ce qu'on veut immédiatement. Tout se construit, rien n'est facile. Et il faut, quand on a quelque chose de façon un peu trop facile, elle nous échappe aussi un peu trop facilement. Donc il faut accepter d'apprendre, il faut accepter de s'éloigner de ce que notre religion nous indique comme danger. Et il faut surtout continuer avec ces valeurs-là. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect pour les anciens. On pense qu'on sait tout. On pense que les autres ne savent rien. Ceux qui nous ont dévancés, ils gagneraient à apprendre auprès de leurs dévanciers. Il y a beaucoup de choses à donner. Souvent, on ignore même que ces choses-là existent, mais les dévanciers le possèdent. Donc, en un mot, il y a un frère qui a l'habitude de dire un abandon confiant dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais terminer par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. C'est sur ces mots d'optimisme et de projection que je voudrais vraiment te remercier. Et remercier à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous remercier d'avoir écouté Génération Leader, le podcast de la Fondation Cheikh Boukari Fofana. Nous espérons que ces échanges vous ont permis de découvrir l'homme, mais surtout aussi de comprendre des pans de notre pays, de l'histoire de notre pays, mais surtout de construction économique de notre pays. Et nous espérons vous retrouver, Inch'Allah, la prochaine fois avec un plaisir renouvelé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à toutes et à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.